Directrice du Centre d'écologie urbaine et j'aurai le plaisir d'animer cet échange où nos intervenants et intervenantes présenteront la démarche de zone santé et les apprentissages issus du premier projet pilote durant les 2 dernières années qui a été réalisé auprès de 3 installations de santé montréalaises. Le webinaire ce midi sera également enregistré et sera accessible sur YouTube et sur le site Internet du projet, donc zone-santé.ca par la suite. Vous allez bien sûr recevoir également un courriel suite au webinaire avec les liens utiles dans les prochains jours, donc vous aurez accès à l'ensemble de l'information qui sera partagée aujourd'hui. Ce projet est réalisé grâce au soutien du gouvernement du Québec dans le cadre du programme d'aide financière du Fonds de la sécurité routière. D'une durée de 1 heure, ce webinaire ce midi, on tentera de tracer avec nos intervenants un rapide portrait des enjeux liés au vieillissement actif et nous aborderons le rôle que les installations de santé peuvent avoir dans la promotion de la santé hors de leurs murs, donc aux abords des établissements de santé. Nous allons par la suite présenter l'approche de la zone santé et les résultats qui sont issus de l'étude des 3 installations de santé montréalaises. Nous allons terminer ce webinaire par une courte période de questions et d'échanges d'une dizaine de minutes. Donc, au long de la présentation, on vous invite, si vous avez des questions, à utiliser le module questions-réponses. Nous allons recueillir les questions et elles serviront là, à animer notre période d'échange en fin de webinaire. Donc, sans plus tarder, je saute dans le vif de notre rencontre ce midi et je suis très heureuse de vous présenter nos 3 panélistes qui se joignent à nous. D'abord, Barbara Filion, de la Direction de la santé publique de Montréal. Barbara est ergothérapeute depuis 20 ans. Elle a joué à la Direction régionale de santé publique de Montréal en 2018 en tant que professionnelle en adaptation au vieillissement et elle se consacre à la promotion de la santé et à la prévention spécifiquement auprès de la population aînée. L'un de ses dossiers phares est la prévention des chutes. Avec Barbara se joint également Régine Supervielle du CIUS Centre-Sud de l'île de Montréal. Régine est conseillère cadre pour le programme de soutien à l'autonomie des personnes âgées au CIUS Centre-Sud de l'île de Montréal depuis plusieurs années. Dans le cadre de ses fonctions, elle orchestre des projets cruciaux liés à l'accessibilité aux soins et services, à l'innovation, à la transformation numérique et à la fidélisation des employés. À l'avant-garde du projet Zone Santé, c'est elle qui a coordonné les équipes cliniques pour assurer un partenariat porteur avec l'équipe du Centre d'écologie urbaine. Enfin, Hugo Quintin, chargé de projet de développement au Centre d'écologie urbaine. Hugo est dans l'équipe du Centre depuis plus de 2 ans. Il a mené de nombreux projets liés à la mobilité active et à l'aménagement d'espaces publics à échelle humaine. Il a également piloté plusieurs démarches de participation publique et citoyenne. Depuis 2 ans, il est le responsable de la zone santé et s'assure de la bonne coordination du projet en partenariat avec le CIUS Centre-Sud de l'île de Montréal. Donc, pour se plonger dans notre webinaire ce midi, j'invite Barbara à démarrer notre échange et à tracer un bref portrait du vieillissement actif au Québec. Bonjour tout le monde, ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour vous parler de mon sujet de prédilection, l'adaptation au vieillissement. Ça inclut à la fois l'adaptation des collectivités au vieillissement de la population, mais aussi l'adaptation de chaque personne aînée à son propre vieillissement. Je pourrais vous en parler pendant des jours, là, tant il y a d'aspects à aborder, mais j'ai dû faire des choix. Donc, prochaine diapo, on le sait, on le martèle partout là, dans les médias, on est dans la décennie du vieillissement avec des besoins grandissants. La courbe démographique s'est inversée. La proportion des personnes âgées de 65 ans et plus en 2031 sera d'1 personne sur 4. Toutes les tranches d'âge sont en augmentation, puis on a le plus grand nombre jamais vu de personnes âgées de 85 ans et plus. Selon les données compilées par la commissaire à la santé, on peut changer de diapo. La commissaire à la santé au bien-être en 2021-2022, dans son portrait des organisations d'hébergement et des milieux de vie au Québec, c'est la grande majorité, à 87 des personnes âgées de 65 ans et plus qui vivent à domicile de manière relativement autonome. C'est ensuite vers les RPA, les résidences privées pour aînés, que se tournent les aînés à 9,4 et enfin vers les centres d'hébergement et de soins de longue durée, les CHSLD de tout type confondus, pour 2,2 du groupe. Aujourd'hui, c'est davantage par rapport à cette population que la zone santé s'inscrit.
on va aller, dans le fond, le vieillissement actif m'amène à parler de la terminologie selon nos différents secteurs d'activité, que ce soit la santé, le milieu communautaire ou le milieu municipal. Donc, il y a plusieurs termes, hein, vieillissement actif, vieillissement citoyen, adaptation au vieillissement, comme je vous ai parlé d'entrée de jeu. Aujourd'hui, là, je suis allée avec la définition du vieillissement en santé de l'Organisation mondiale de la santé comme étant le processus de développement et de maintien des aptitudes fonctionnelles qui permet aux personnes âgées de jouir d'un état de bien-être. Les aptitudes fonctionnelles sont les capacités qui permettent aux individus d'être et de faire ce qu'ils jugent valorisant. Ça comprend toutes les activités significatives pour le bien-être de l'individu, de sa famille, de sa communauté, puis de la société. Ça englobe tous les groupes d'âge à travers le parcours de vie, tous les aînés, quelles que soient leurs conditions, même qui sont les plus vulnérables ou les plus fragiles. On peut aller sur la prochaine. Sur 100 ans, si on regarde le parcours, là, on prend le temps de réaliser que c'est près de la moitié de la vie où on va s'adapter à notre vieillissement. C'est un parcours qui est non linéaire, qui varie selon les caractéristiques sociodémographiques, donc l'âge, l'état civil, l'éducation, le genre, les occupations, l'orientation sexuelle, l'ethnie, la religion, les valeurs ou encore les croyances. On le sait que la personne de 65 ans n'a pas nécessairement les mêmes besoins que celle de 90 ans. Donc, ça m'amène à vous parler du processus de vieillissement qui est pluriel, qui nécessite une approche par groupe d'âge pour s'adapter et développer la résilience lors des différentes transitions de vie associées au vieillissement. L'évolution va être variable dans le temps, puis différente pour chacun, chacune, autant dans la perception que dans le vécu. Je vous fais un tour grossier là, des différents groupes d'âge représentés sur le chemin. Donc, entre 55 et 64 ans, c'est généralement la dernière étape de l'âge adulte en préparation à la prise de la retraite. C'est une période charnière. Ces personnes-là sont souvent en bonne santé ou porteurs de quelques facteurs de risque ou encore atteints de maladies chroniques, mais sans incapacité. C'est aussi le début du rôle de proche aidance. Entre 65 et 74 ans, c'est généralement un groupe de personnes aînées socialement actives, engagées dans différentes activités de participation sociale diversifiées, rémunérées ou bénévoles. Ils ont plus de temps disponible, si on veut, pour acquérir des saines habitudes de vie. Surtout que les maladies chroniques augmentent en fréquence, mais encore là, sans incapacité significative. La proche aidance se fait plus accaparante, ou encore le rôle de grand-parent les occupe. Entre 75 et 84 ans, les maladies chroniques augmentent en fréquence encore plus. L'apparition de certaines incapacités survient, puis le risque d'isolement social se fait plus grand à la suite de plusieurs transitions de vie. Par exemple, les deuils, la perte du permis de conduire, la diminution de la mobilité ou encore le déménagement vers des ressources d'habitation collective qui offrent davantage de services. Chez les 85 ans et plus, bien qu'il y ait de plus en plus d'exceptions d'aînés du grand âge qui sont autonomes, c'est généralement un groupe qui est plus exposé aux maladies chroniques accompagnées d'incapacités, dont les incapacités cognitives. On observe souvent une déprise plus accentuée en regard des activités de participation sociale, puis les sources d'isolement social sont accrues étant donné les pertes plus nombreuses. Les conséquences les plus fréquentes du vieillissement, on peut passer à la suivante. Le vieillissement est une étape inévitable de la vie au cours duquel on développe des fragilités qu'il faut comprendre pour y faire face. Avec ce personnage, je fais le survol des différentes conséquences les plus fréquentes observées dans le vieillissement qui peuvent entraver le fonctionnement autonome. On parle des troubles cognitifs comme les pertes de mémoire, la désorientation spatiale qui peuvent représenter des difficultés significatives, les problèmes sensoriels comme la diminution de la vision ou de l'audition. L'isolement social constitue un enjeu majeur avec des répercussions sur le bien-être psychologique et émotionnel. La diminution de l'énergie ou la fatigabilité accrue peuvent accentuer la capacité des individus à maintenir un mode de vie actif ou autonome. Les troubles de l'humeur, comme l'anxiété et la dépression, peuvent également survenir. L'apparition des maladies chroniques, comme les maladies cardiovasculaires ou respiratoires, vont nécessiter une prise en charge médicale plus importante et des suivis. Puis sinon, il y a tous les problèmes musculo-squelettiques, l'ostéoporose, la dénutrition, les pertes d'équilibre, de force, d'endurance qui augmentent les risques de chute. Ça m'amène à vous faire les liens entre le vieillissement actif et les environnements favorables à la santé. Les politiques, les services, les structures qui touchent les environnements bâtis et sociaux doivent être conçus pour soutenir les aînés et les aider à vieillir en restant actifs.
En plus de promouvoir l'adoption d'un mode de vie actif, la démarche Municipalité Amis des aînés, la MADA, utilise le modèle Vieillir en restant actif qui favorise l'émergence d'environnements urbains qui permet l'inclusion sociale des personnes aînées selon les 3 piliers là, que sont la participation, la santé puis la sécurité. Ça se passe à travers les 9 champs d'action qui correspondent aux pétales là, dans l'illustration du modèle. C'est particulièrement important pour que les personnes arrivent à participer à des activités signifiantes selon leurs préférences et leurs capacités résiduelles. Ça m'amène à vous parler d'un des déterminants de la santé les plus importants, c'est-à-dire la participation sociale, ce qui revient à lutter contre l'isolement social. On parle de participation dans toutes les sphères de la vie, autant familiale, sociale, culturelle, économique, spirituelle. On sait que plus il y a des opportunités de participer socialement, plus il y aura une amélioration de la santé et de la qualité de vie. Selon les études, ces effets sur la santé sont encore plus importants que la cessation tabagique, la pratique de l'activité physique ou le traitement de l'hypertension. La prochaine, peu importe la trajectoire de vieillissement, c'est important de rester en contact avec les autres, de favoriser l'inclusion des aînés au cœur des quartiers et la perméabilité des milieux de vie avec la communauté qui les entoure. Les relations intergénérationnelles représentent un autre aspect fondamental de l'inclusion sociale, entre autres pour lutter contre l'âgisme. Tout ça va être possible lorsque les milieux de vie de nos aînés sont accueillants, adaptés pour permettre de rester actifs dans la communauté à la hauteur de leurs capacités résiduelles, des rôles qu'ils veulent ou peuvent assumer, ou encore de leurs intérêts qui peuvent changer et évoluer dans le temps. Le soutien ou l'accompagnement pour rester en contact avec les autres, socialiser, s'amuser, c'est essentiel dans ces milieux de vie-là. Quand l'environnement est sécuritaire, inclusif et équitable, ça améliore grandement la qualité de vie. Dans le contexte de zone santé pour qui on travaille, on s'adresse à une pluralité là, de personnes aînées qui vivent en CHSLD ou qui doivent se rendre dans les différents établissements de santé. On pense d'abord aux proches aidants qui, eux aussi, ont leur propre parcours de vieillissement et leurs défis propres, puis qui vont visiter ou accompagner leurs aînés là, dans les établissements de santé. On pense aussi à la clientèle ambulatoire là, qui vit à domicile, mais qui se déplace en clinique externe, en centre de jour, en réadaptation par différents moyens de transport, comme le transport adapté, le taxi, la voiture. Il ne faut pas oublier qu'ils sont toujours piétons à un moment ou l'autre de ces déplacements, puis qu'ils peuvent être affectés par les aménagements ou l'absence d'aménagement. On pense aussi aux personnes aînées en perte d'autonomie importante là, qui demeurent en CHSLD puis qui vont sortir en fauteuil roulant avec le personnel ou les proches. On pense aussi aux personnes qui se déplacent avec une aide à la mobilité ou qui ont une vision limitée, qui vont avoir besoin d'accompagnement par les proches qui, eux aussi, sont possiblement vieillissants. On pense aux aînés de grand âge, les 85 ans et plus, les personnes présentant des facteurs de risque de chute ou ayant des troubles neurocognitifs. Gardons en tête que l'environnement autour des milieux de vie et des installations de santé est favorable aux personnes aînées. Ça devient inclusif pour tout le monde du quartier. Bref, il faut développer le réflexe aîné dans nos aménagements. Merci, Barbara, de tracer ce portrait au niveau à la fois du phénomène du vieillissement actif, de comment aussi ça se déploie là, chez les individus et aussi du spectre finalement de personnes qui sont amenées à fréquenter les installations de santé. Donc, à ce moment-ci, j'inviterai Hugo justement à poursuivre pour nous faire un portrait des installations de santé au Québec, de quoi on parle et quels sont les enjeux finalement qui nous ont amenés à s'intéresser aux établissements et à leurs abords là, dans une perspective d'environnement favorable à la santé. Oui, merci. Donc c'est ça, je vais passer un petit peu en revue pourquoi est-ce que dans le cadre de la zone santé, on s'est intéressé aux installations précisément. La première raison, puis Barbara l'a un peu mentionné, c'est que c'est vraiment un lieu de destination et de vie essentiel pour les personnes aînées. On considère qu'environ 3/4 des Canadiennes et Canadiens de 65 ans et plus ont au moins une des 10 affections chroniques les plus courantes, ce qui fait en fait que ça amène une fréquentation nécessaire des installations de santé. On parle, oui, des CHSLD, mais il y a aussi les CLSC, les hôpitaux, etc. Donc c'est vraiment diversifié dans les installations, donc il y a une fréquentation qui est importante. Également, au-delà des patients, il faut aussi considérer le rôle essentiel de la proche aidance.
Et donc, comme on sait que 25% des proches aidants au Québec ont 65 ans et plus, et que le fait de valoriser l'accès justement à aller visiter leurs proches, ça permet de réduire l'isolement et la solitude de ces proches-là. Donc, il faut aussi penser à ce public-là quand on aménage les abords et surtout les accès aux installations de santé. Encore une fois, le vieillissement de la population, ça va encore plus accroître ce besoin de fréquentation. Et aussi dans la volonté du gouvernement, notamment avec la politique vieillir et vivre ensemble chez soi, dans sa communauté, vraiment une volonté forte du maintien du milieu de vie le plus longtemps possible dans le milieu de vie. Donc ça fait que finalement des allers-retours vers les installations vont aussi être de plus en plus importantes. Donc il faut réfléchir à l'aménagement autour et aux accès à ces installations. Ce sont des génératrices de déplacement finalement et elles contribuent au vieillissement. Également, on considère qu'elles contribuent à la santé hors de leurs murs, à l'extérieur. Il n'y a pas seulement des soins à l'intérieur, on considère que ça devrait aussi se refléter à l'extérieur. En fait, être une vitrine des bonnes pratiques et puis d'être un exemple. Pourquoi? Eh bien, parce qu'elles sont intégrées à un milieu de vie. Elles peuvent participer à la convivialité du quartier, au milieu autour. On peut également se servir de la présence de ces installations pour bonifier les services, les aménagements, la sécurité pour finalement tout le monde dans le quartier. Puis ça permet aussi de faciliter les accès pour toutes et tous aux services du quartier et même à l'installation. Puis comme le rappelait Barbara, hein, les milieux de vie aménagés pour les personnes aînées bénéficient à tout le monde. Donc on peut considérer que l'installation est moteur d'un quartier inclusif et adapté. Donc c'est un peu notre vision avec la zone santé. Alors, pourquoi la zone santé? En fait, dans les dernières années, on s'est rendu compte que l'aménagement aux abords des installations était assez contrasté avec les normes qui existent à l'intérieur. Il y a beaucoup de normes sanitaires, de réglementation pour l'intérieur, mais dès qu'on va à l'extérieur, ces normes-là sont un peu plus inexistantes. Donc, ce qui fait que souvent, les abords des installations sont peu conviviaux, peu sécuritaires. Par exemple, y accéder en transport actif est peut-être plus complexe qu'en auto solo. Les espaces de rencontre sont peu adaptés, c'est majoritairement peut-être des îlots de chaleur, bien des gros stationnements, etc. Donc l'idée, c'est de remédier à ces enjeux et donc de repenser l'aménagement aux abords de ces installations-là, si on veut un Québec où on peut vieillir activement et améliorer la qualité de vie des personnes qui vivent dans ces installations, mais aussi qui y vont de manière quotidienne ou mensuelle ou dans le quartier en général. Euh, donc ça fait le tour de pourquoi est-ce que les installations de santé sont pour la zone santé. Merci Hugo de nous tracer le portrait. Puis, un des éléments qui est ressorti des démarches, c'est vraiment le contraste entre les normes intérieures et extérieures aussi de ces installations, sachant qu'elles sont aussi déployées sur l'ensemble du territoire. Donc, dans toutes les communautés du Québec, on a aussi de ces installations. À partir de ces constats-là, le centre et ses partenaires ont décidé d'expérimenter vraiment le concept de zone santé, de se dire comment on pourrait faire différemment et faire en sorte que les établissements aient un rôle contributif à la santé de leur communauté. Donc, Hugo et Régine vont poursuivre pour vous présenter les grandes étapes du projet pilote qui a été mené durant les 2 dernières années, ainsi que les apprentissages qui en ressortent, qui peuvent à la fois inspirer la mise en œuvre de telles zones santé, mais également aussi des réflexions sur l'application de ces principes clés dans vos installations, dans vos pratiques, dans l'idée finalement peut-être de revoir différemment la place que l'installation tient dans notre milieu et comment elle peut contribuer à la santé. Donc, j'invite Hugo à poursuivre sur vraiment d'où vient, qu'est-ce qu'est la zone santé et par la suite, Hugo et Régine se passeront la balle pour vraiment plonger au cœur de l'expérience pilote des 2 dernières années. Merci pour la transition. En effet, alors la zone santé, c'est quoi? C'est assez simple, c'est inspiré de la zone scolaire. Puis l'idée, c'est que le concept propose d'aménager les abords des installations de santé de manière sécuritaire et conviviale afin de favoriser le vieillissement actif. Puis pour mieux comprendre comment est-ce que ça se structure, on l'a imaginé un peu en 2 dimensions. Donc il y a la première dimension qui est la zone santé en tant qu'aménagement. Donc finalement l'environnement bâti adapté pour le vieillissement actif autour de ces installations, mais également un processus qui va avec une démarche qui mène à ces aménagements. Donc, c'est à ces 2 dimensions différentes, mais qui évidemment sont interreliées. Donc, je vais un peu, dans les prochaines diapositives, vous détailler ces 2 dimensions. Premièrement, la dimension de l'aménagement, globalement, dans les dernières années, en fait, on a essayé de définir un peu théoriquement ce qu'était une zone santé.
Donc, encore une fois, l'élément le plus important, c'est de réfléchir à l'échelle du milieu de vie. L'installation s'insère dans un quartier, dans une municipalité, donc elle n'est pas toute seule finalement en silo. On réfléchit à l'échelle du milieu de vie. Donc, si on prend un peu les grands principes qu'on a mis en avant pour une zone santé, ce serait des aménagements qui assurent l'accessibilité universelle aux sites et aux bâtiments, l'idée d'avoir un stationnement éco-responsable, verdi, ombragé et sécuritaire, des infrastructures piétonnes, sécuritaires et déneigées, ne pas oublier le contexte hivernal en priorité, puis des temps de traverse plus longs aux intersections. On sait que les intersections sont quand même très névralgiques pour les personnes aînées au niveau de la sécurité routière. Également du mobilier urbain qui offre des espaces de repos et de rencontres ombragés et verdis, favorisant, comme on parlait, la participation sociale, la participation à la société aussi des personnes aînées. Également une signalisation claire qui est importante pour vraiment faire en sorte d'inciter à se déplacer, puis de donner l'information sur qu'est-ce qui est accessible, etc. Et enfin des mesures d'apaisement de la circulation aux abords du site. Donc ça, ce sont un peu les principes théoriques qu'on a mis en place il y a quelques années. Puis plus tard dans la présentation, je vais vous présenter un peu comment il s'applique à des installations spécifiques, qui est finalement l'objectif de la zone santé, c'est de passer de ces principes théoriques à concrètement au bout d'abord d'une installation, comment est-ce qu'on le met en application. Une partie de la réponse à cette question, c'est par la réalisation de la deuxième dimension. Deuxième dimension qui est le processus. Donc comment est-ce qu'on arrive à réfléchir à ces aménagements? Globalement, ce qu'on a mis au point, c'est un processus assez simple en 3 grandes étapes. La première étape, c'est de faire le portrait diagnostique des installations. Identifier les enjeux, les freins, les bons coups ou les spécificités de l'environnement aux abords de l'installation pour vraiment comprendre un peu le milieu dans lequel l'installation s'insère. Mais aussi ne pas oublier comment est-ce que ces abords sont utilisés, comment est-ce qu'ils sont perçus par les usagères et usagers, que ce soit le personnel, les personnes aînées, etc. Pour un peu aller savoir c'est quoi les besoins, c'est quoi qui marche, sur lesquels il faut mettre l'accent. Donc vraiment d'avoir ces 2 points de vue-là dans le portrait. Par la suite, avec ce portrait, on peut formuler des recommandations d'aménagement qui sont adaptées aux besoins. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait des visions d'aménagement du milieu de vie, puis des pistes d'action concrètes qu'on a formulées à court et long terme pour avoir finalement une certaine mise en application, puis une vision à plus long terme sur un peu la zone santé idéale. Et enfin, la réalisation d'illustrations et d'un cahier des charges. Donc, le cahier des charges, c'est le document qui présente les résultats, qui détaille les recommandations pour faire état de toute la démarche et avoir un document qui permet d'être partagé puis de le faire valoir. Également des illustrations qui permettent d'illustrer la vision. Alors, je vais insister sur 2 éléments du processus qui sont assez innovants et qui sont incontournables pour garantir la réussite puis la bonne viabilité du projet. La première, c'est évidemment de mettre en place un processus multi-acteurs et multidisciplinaire pour arrimer finalement tous les éléments. Quand on parle du milieu de vie, on parle, oui, de l'installation, mais aussi de les rues qui sont autour, les quartiers, les services. Donc, il faut vraiment avoir des espaces de concertation pour un peu faire dialoguer le réseau de la santé avec l'installation, mais aussi avec les municipalités, puis toutes les parties prenantes qui sont autour. Ça permet de partager les expertises, puis les enjeux de chaque partie prenante, mais également de fait de leur implication, ça permet finalement d'avoir une meilleure mise en application. Puis ensuite, le deuxième élément, c'est l'implication continue des usagers et usagers. Quand on parle des usagers et usagers, on parle des personnes aînées, du personnel, des proches aidants, des gestionnaires, etc. Ils sont experts de leurs besoins et de leurs aspirations dans l'installation. Donc, d'avoir finalement leur expertise, ça bonifie, puis ça aide à avoir des recommandations adaptées. Ensuite, ça développe aussi leur sentiment d'appartenance, et puis ça leur permet aussi, par le processus, de participer à la vie sociale, à la vie de leur installation. Donc, il y a des effets vraiment bénéfiques sur la santé au sens large. Donc maintenant, je vais passer la parole à Régine qui va aller plus en détail dans le projet pilote à Montréal qu'on a fait dans les 2 dernières années. Donc, il va un peu nous expliquer les origines, puis la collaboration. Donc, je cède la parole à Régine. Merci beaucoup, Hugo. Donc, on va voir comment s'est incarné ce projet-là dans 3 installations de notre établissement, le SUS Centre-Sud de l'île de Montréal. Premièrement, je voudrais mentionner que c'est une collaboration entre Anne-Marie Potvin de la Direction des services techniques, donc qui s'occupe des abords des établissements notamment, à l'intérieur aussi évidemment. Mais en fait, je dirais que ce projet-là, cette collaboration est venue de 2 idées qui ont cheminé en parallèle, mais qui se font rejointes un peu comme un alignement d'étoiles. Donc, Anne-Marie, de son côté, elle avait participé au webinaire du centre
du Centre d'écologie donc urbaine, et elle avait vu cette présentation de la zone santé un peu théorique. Elle se disait, ben, tiens, c'est un bon concept, on aurait tout avantage à déployer ce concept-là dans nos installations. D'un autre côté, côté clinique, on était dans le cadre d'un comité vert à l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal, en train de réfléchir à comment on pourrait aménager les abords de l'installation en question qui était l'Institut de gériatrie. Et on visait de le rendre, comme disait Barbara tantôt, accueillant, adapté, agréable. C'était ça un peu les idées qu'on avait récoltées. Donc d'abord préliminaire, en consultant les équipes, donc à l'interne, les équipes de soins, on rapportait aussi les enjeux, les souhaits des résidents et des comités des usagers. On avait consulté aussi la cuisine, qui avait un projet, en tout cas l'idée de faire de l'agriculture urbaine, plein d'idées qui venaient un peu de partout, et on les avait ramassées dans un document en se demandant après, mais par où on commence? Il y a des enjeux de sécurité, de circulation, on veut le bien-être de nos aînés qui viennent, les proches aidants, mais aussi ceux qui habitent la bâtisse ou qui viennent de façon épisodique. On voulait une connexion avec la nature, réduction du bruit. Les îlots de chaleur sont un problème toujours avec le stationnement à l'arrière, mais on avait besoin des meilleures pratiques. Donc, quand Anne-Marie et moi, on a discuté, on a tout de suite vu le potentiel du projet. Et en fait, après discussion avec le centre, un dépôt de demande de financement au ministère des Transports a été fait, puis obtenu en 2022. Donc, les responsabilités étaient partagées une fois que le projet a démarré. Le Centre d'écologie urbaine, vous avez coordonné le projet et les livrables. Et de notre côté, on a fait l'arrimage, la coordination des communications entre les installations avec les gestionnaires, avec la clientèle, les proches, les comités des usagers, les travailleurs de la santé en général. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? On a eu le choix au travers de 17 installations que nous avons, qui sont des centres d'hébergement de soins de longue durée, avec plusieurs missions pour certains. On avait le choix entre 17 installations. Notre choix s'est porté sur 3 installations que vous voyez à l'écran en particulier. Et le choix s'est effectué pour refléter un peu la diversité des configurations qui existent au travers de notre plus grand établissement qui a des centaines d'installations et où circulent les aînés. Donc, on va aller dans le détail. Voilà. D'abord, le manoir de l'Âge d'Or, donc Plateau Mont-Royal, où c'est un CHSLD où nous avons des résidents qui sont autonomes, donc qui circulent sans aide technique nécessairement, sans fauteuil roulant, qui est à l'intersection de Sherbrooke et Jeanne-Mance, comme vous voyez, et proche du métro, bien achalandé, accessible quand même en transport, mais avec peu d'aménagement de vie agréable, avec un trottoir étroit, peu de stationnement, beaucoup de circulation, des grands enjeux de sécurité finalement. L'autre installation que nous avons choisie est le CHSLD Bruchézy, donc un plus petit bâtiment, peu desservi par le transport collectif, proche de services, de parcs, il y a une école non loin, mais un enjeu majeur avec une piste cyclable qui passe devant l'installation, donc à 2 sens la piste. Le profil des résidents ici, ce sont des résidents en lourde perte d'autonomie. Donc, voilà pour le Bruchézy. Enfin, le 3e, donc l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal, avec plusieurs missions, les soins de longue durée, mais aussi des cliniques externes spécialisées, hôpital de jour, des aînés qui viennent faire de la réadaptation, puis un centre de recherche collé à l'Institut. Ce bâtiment se trouve sur le chemin Queen Mary, près de l'oratoire Saint-Joseph. Et donc, comme je le mentionnais, une diversité de clientèle et des enjeux multiples liés au stationnement notamment. Parfait, merci Régine. Maintenant, je vais vous partager un peu les résultats plus en détail. Donc, la première étape, comme je le disais tout à l'heure, c'était la réalisation d'un diagnostic dans ces 3 installations.
qu'on va commencer par parler du processus, puis j'irai sur les aménagements par la suite qu'on propose. Alors, l'objectif, c'était quoi? C'était évidemment de comprendre les spécificités de l'environnement bâti et puis des habitudes. Donc, ce qu'on a fait, on a fait la recherche documentaire, notamment sur le contexte hivernal, etc., les observations, plus de 30 heures d'observation en hiver et en été pour aller chercher aussi des enjeux en contexte hivernal. Également, un sondage pour aller chercher les résidentes et les résidents, les proches aidants et le personnel de l'installation. D'ailleurs, je veux dire merci à toutes les équipes qui nous ont accueillis dans les installations, qui ont partagé le sondage. Ça a vraiment été la garant de la réussite d'avoir tout ce travail-là de fait. On a quand même réussi à avoir environ, dans les 3 installations, 35% du personnel qui ont répondu. Donc, c'est quand même un bon taux de réponse. Puis, personnes aînées, dépendamment des installations, puis du niveau d'autonomie aussi, entre 10 à 30% des personnes aînées. Donc, c'est quand même assez bon. Ça nous a permis d'avoir des bons résultats. Puis également, la concertation, on a fait 4 rencontres avec les partenaires, on a rencontré plus de 7 parties prenantes. Donc, ça a vraiment permis d'avoir une vision assez exhaustive des enjeux à l'échelle du milieu de vie. Puis là, vous pouvez voir ici un peu tous les partenaires de la démarche que je veux également remercier parce que ça a vraiment permis de bonifier toutes les recommandations. Donc, on a vraiment les arrondissements, la ville de Montréal, il y a une SPQ, le Creux Montréal, Piéton Québec, la table de concertation des élus de Montréal, le ministère de la Santé. Donc, vraiment très diversifié. Évidemment, la STM pour tout ce qui est transport collectif. Donc, on était vraiment chanceux d'avoir tout ce monde-là autour de la table. Puis, ça a vraiment permis d'avoir une bonne réussite, puis également de montrer que c'était pertinent d'avoir ces espaces de concertation. Maintenant, je vais passer à travers quelques petits résultats qui sont les plus intéressants selon moi, ce qui illustre bien la pertinence du processus, de qu'est-ce que ça nous a apporté d'aller faire ces méthodes de collecte, puis ces collectes de données-là. Puis ça peut aussi vous permettre de voir dans vos installations aussi, ça peut se retrouver ces mêmes enjeux. Donc les observations hivernales, par exemple, ont été très instructives. Ça a vraiment permis d'identifier des enjeux de sécurité piétonne et de manque de parcours accessibles parfois, mais aussi la non-disponibilité des espaces de rencontre en hiver. Même si on sait qu'avec le froid, etc., ça peut causer comment dire, ça peut ne pas donner envie d'aller à l'extérieur, mais évidemment, il y a des journées moins froides. Puis si on incite à aller, peut-être que ça poussera à aller dans ces espaces de rencontre. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'il faut valoriser. Donc là, c'est un peu ce qu'on a fait. Donc là, vous pouvez voir, il y avait des trottoirs qui étaient fermés, il y avait des cheminements qui n'étaient pas déneigés. Donc, tous ces petits éléments-là qu'on met en avant, ça permet après de se voir, pour avoir des environnements accessibles en hiver aussi, il faut prendre en considération tous ces petits éléments. Également, le sondage nous a permis d'identifier des éléments qui, après, ont permis de bonifier les recommandations. Par exemple, pour l'UIGM, là, vous voyez sur la carte en haut à droite, l'UIGM, c'est un gros terrain, il y a plusieurs pavillons. Puis, en fait, dans le sondage, on s'est rendu compte qu'il y avait plus de la moitié des personnes qui traversaient pour aller d'un pavillon à l'autre. Donc, il y avait un besoin de cheminement direct et sécuritaire pour traverser le grand stationnement, etc. Donc, ça, c'est des éléments qu'on a pris en compte. Également, le manque de connexion entre l'intérieur de l'UIGM et les espaces extérieurs. Une personne aînée nous a dit qu'elle aimerait bien aller dehors, mais qu'elle ne savait pas comment aller, par exemple. Donc, cette question de signalisation aussi, ça nous a permis de mettre ça en avant. Également, ça nous permet de savoir les endroits les plus appréciés, donc à aller agrémenter l'espace encore plus, et les moins, donc comment est-ce qu'on peut mettre l'accent, comment est-ce qu'on peut rendre ces espaces-là agréables. Là, vous pouvez voir un peu des citations de l'espace en avant du manoir de l'Âge d'Or. Donc, c'était j'aime bien pouvoir relaxer, écouter les oiseaux, regarder les gens passer. Donc, c'est vraiment un endroit qui est apprécié. Puis, qu'est-ce qui pourrait correspondre encore plus à vos besoins? D'avoir une table pour qu'on puisse manger, jouer aux cartes ou aux échecs, ou de le rendre plus soigneux et plus propre. Donc là, on va chercher, on aime bien l'espace en avant, mais voilà, on aimerait qu'il soit un peu plus amélioré. Donc, ça nous permet d'aiguiller un peu ce qu'on propose par la suite. Puis, ce qu'on a vraiment mis en avant dans le sondage, et ça, c'est dans les 3 installations, c'est l'envie et l'appréciation d'avoir des espaces ouverts avec de la végétation et de l'ombre et de l'abri. Finalement, des éléments théoriques qu'on retrouve dans toute la littérature pour le vieillissement actif. Et enfin, la concertation, ça nous permettait d'identifier les enjeux logistiques inhérents à l'installation, la livraison, le manque d'espace, etc. Et ensuite, aussi les habitudes. Par exemple, au parc Baldwin, à côté de l'installation, le parc est proche, il y a des sorties en groupe de possibles, mais il y a des enjeux d'accessibilité. Donc, comment aller mettre des éléments là-dessus.
Donc, on a trouvé un peu des enjeux similaires à toutes les installations. On vous le partage, comme ça, vous allez peut-être, si vous avez une installation, si vous en connaissez, sans doute que ça revient aussi rapidement. C'est bon, les accès difficiles en transport actif ou collectif aux installations, qui en général peinent, le manque d'espace de fraîcheur et de rencontres accessibles. Quand je dis accessible, c'est vraiment bon, accessible toute saison, mais aussi accessible à toute personne, même à mobilité réduite, etc. Puis également la diversité des usagers et usagers à prendre en compte dans les recommandations, selon l'autonomie, etc. On va pas peut-être recommander la même chose. 10 minutes de marche, ça peut être, ou prendre le transport collectif, ça peut être bon pour des personnes autonomes, mais pour des moins, bon, bah, on va essayer d'aller chercher sur l'installation comment est-ce qu'on peut rendre plus agréable. Donc, je dirais que ce sont ces trois enjeux-là qui sont revenus de manière similaire à travers les installations. Donc tous ces faits saillants, puis les recommandations, ensuite on les a pris en considération pour formuler donc, des recommandations qu'on a mis dans un cahier des charges, un cahier des charges qui n'est pas un plan et devis, hein, qui est vraiment juste pour mettre en avant cette vision, pour après aiguiller le SUS à savoir comment est-ce que concrètement, de manière plus technique, on met en action ça. Nous, on n'est pas allé jusqu'à faire des plans architecturaux. Vous allez voir, on a créé des visions, des illustrations, mais c'est plus pour illustrer que pour dire c'est comme ça qu'on va faire l'aménagement. Donc, ça me met finalement sur la voie de la zone santé, de la deuxième dimension dont je parlais tout à l'heure, l'aménagement. Comment est-ce que les grands principes de la zone santé et toute la démarche finalement a mené à des recommandations, puis comment est-ce que concrètement on peut avoir une zone santé dans l'environnement aux abords des installations. Donc, je vais passer à travers les trois installations. J'ai pris quelques recommandations qui, je pense, étaient celles qui étaient les plus similaires ou qui pourraient se retrouver dans les installations et donc être les plus inspirantes. Premier, Paul Bruchesi, on se rappelle, piste cyclable devant, une rue assez achalandée par les cyclistes, mais aussi par les voitures, etc. Donc, l'idée, c'est de rendre la rue Rachel plus conviviale, sécuritaire et inclusive. Donc, on a proposé des pistes d'action. Vous pouvez les retrouver sur notre site internet. Pauline vous a partagé dans le chat le lien. Vous pouvez télécharger le cahier des charges pour aller voir ça plus en détail. Mais voici globalement à quoi pourrait ressembler la zone santé selon notre vision. Donc, transformer la piste bidirectionnelle en unidirectionnelle, donc la piste cyclable. On sait qu'il y a des enjeux d'accessibilité quand il faut regarder des deux côtés. Ajouter des bancs, des appuis sciatiques sur les trottoirs pour du repos. Augmenter donc la taille de trottoir que vous pouvez voir tout en haut à gauche pour créer un espace de rencontre dans l'espace public. Avoir un arrêt de bus accessible, donc fermé avec une traversée sécuritaire de la piste cyclable, une intersection surélevée. Donc un peu tous les éléments qui favorisent le vieillissement actif. Là, vous pouvez voir à quoi ça ressemblerait devant. Ensuite, un élément intéressant, il y a un stationnement en arrière, puis il y a un balcon finalement de l'installation qui donne sur ce stationnement. Puis on trouvait que c'était intéressant de le mettre en valeur et donc d'avoir, là vous pouvez voir à gauche une murale, parce qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent le balcon, donc d'avoir du mural puis du verdissement, ça permet d'agrémenter ça. Je vais accélérer puisque on me dit que je manque de temps, mais ça va le faire. Vous allez retrouver tout ça dans le cahier des charges dans tous les cas. Ensuite, une intersection. Globalement, il y en a vraiment beaucoup au Québec comme ça. 4 voies, beaucoup de voitures. Donc là, l'idée, c'est d'aller voir comment est-ce qu'on peut la rendre plus agréable. Donc, îlot de refuge au milieu pour couper la traversée parce que c'est long à traverser. La surélevée pour faire ralentir les voitures, augmenter les aires d'attente, des plaques podotactiles, etc. Donc, vraiment essayer d'avoir cette vision d'une intersection sécurisée. Et ensuite, l'IUGM, le fameux stationnement. Donc là, l'idée, c'est de réaménager le stationnement en un lieu sécuritaire, confortable et adapté au changement climatique. Donc, globalement, c'est un stationnement comme beaucoup. Il y a juste un peu de marquage au sol et vraiment des places de stationnement partout, pas de verdissement. Là, l'idée, on repense un peu tout ça. Donc, on crée des cheminements piétons directs sécuritaires. On va venir verdir. On va formaliser aussi la circulation automobile et cycliste pour vraiment séparer et puis avoir des cheminements clairs. On va ajouter des stationnements vélos. Donc là, ça permet d'avoir des cheminements piétons et aussi 4 saisons, puis d'avoir un verdissement pour éviter l'îlot de chaleur que représente ce stationnement. Puis voilà à quoi ça pourrait ressembler quand on marche dans le stationnement, donc c'est vraiment une différence. Puis aussi, l'idée c'est de profiter de la taille de l'installation et des espaces disponibles pour créer des espaces de rencontre directement sur le site, parce que les parcs sont assez loin de l'UIGN. Donc là, il y avait un espace vacant qui a commencé à être verdi, donc l'idée c'est d'aller faire
des aménagements estivaux, parce que c'est un dépôt à neige en hiver. Donc là, on a pris en compte les enjeux logistiques. Donc dépôt à neige en hiver, mais en été, c'est un espace vacant. Donc on va dire, urbanisme tactique, temporaire, d'immobilier qui peut bouger pour créer un espace de rencontre. Donc, comme on le voit, chaque installation avait ses spécificités. Puis les résultats montrent que le processus est important, notamment pour adapter les principes. Là, vous pouvez voir qu'on a adapté les principes aux installations. Donc, ça permet vraiment d'aller chercher ces informations-là. Puis la réflexion à l'échelle du milieu de vie est plus que pertinente. Puis là, je rappelle la présence des parties prenantes également. Ça nous a permis d'aller bonifier toutes ces recommandations, puis de les adapter à la faisabilité, puis aux contraintes. Donc voilà, vous pouvez encore une fois retrouver ça sur notre site internet. Toutes les esquisses vont être disponibles et sont disponibles et toutes les recommandations. Donc là, je vais passer la parole à Régine pour qu'elle fasse un petit retour sur la démarche du point de vue du SUS pour un peu mettre en avant les apprentissages puis les visions pour la suite. Oui, là, vous pouvez voir encore. Alors, merci beaucoup, Hugo. Donc, pour conclure, je vais vous partager les bons coups, les bons éléments positifs qu'on a trouvés dans la démarche au bout de 2 ans. Donc, le projet est terminé, mais ça nous amène à avoir un petit pas de recul sur ce qu'on a vécu. Donc, le bon coup, le premier, l'implication des usagers, usagères, les proches aidants et les travailleurs de la santé. On a consulté à peu près tout le monde. Ça a été une démarche très méthodique, puis rigoureuse. La méthodologie a été annoncée dès le début. On a travaillé en collaboration pour l'affiner. Donc, je remercie particulièrement Hugo et ses collègues. Ça a été très plaisant de travailler avec eux. Puis, la qualité des recommandations. Donc, le cahier des charges très complet par installation. Comme vous le voyez, Hugo pourrait parler pendant des heures des recommandations. Mais effectivement, tout ça a été documenté, puis partagé aux équipes. Donc, aussi, un autre bon coup, ce serait la combinaison des expertises. Et là, je remercie tous les partenaires que tu as nommés tantôt. Ce ne sont pas des moments qu'on a habituellement de se rencontrer avec la ville et les autres partenaires que tu as nommés. C'est une concertation qui a été vraiment appréciée, puis on pense qu'il serait gagnant de poursuivre. Tu peux aller à l'autre point. Donc, pour la suite, les questionnements pour les prochaines étapes, donc c'est de se dire déjà comment on va financer toutes ces bonnes idées. Donc, peut-être l'étaler, puis ce que vous avez fait comme recommandation à court, moyen, long terme, ça va beaucoup nous aider à découper les projets. Mais il y a une vision et tout est cohérent. Donc, c'est ce qu'on cherchait, puis on l'a trouvé, donc c'est formidable. À l'interne, comment on va le coordonner? Donc, avoir une structure de gouvernance pour que ces projets puissent aboutir, puis avoir des résultats concrets, changer l'environnement des aînés et des bâtisses autour des bâtisses de santé. Puis, maintenir cette collaboration dont je viens de parler. Ce serait extrêmement pertinent, je pense, de pouvoir poursuivre les discussions parce qu'on a notre expérience vécue, c'est que chaque installation a des complexités différentes, puis qu'il est nécessaire d'aller faire un 360 en profondeur, réfléchir l'avenir ensemble sur le bien vivre ensemble avec tous ses partenaires. Troisième point, c'est la réplicabilité de la démarche. En fait, les principes de la zone santé, nous allons recevoir de la formation. Toutes les équipes des services techniques vont pouvoir avoir cette saveur, disons, méthodologique qui inclut les aînés dans leur réflexion de façon plus officielle et structurée. Donc, vraiment, ce point de réplicabilité est extrêmement important, étant donné le nombre de bâtisses fréquentées par les aînés, comme tu le mentionnais au début. Alors, la prochaine phase, c'est vraiment assurer cette pérennité, puis diffuser nos apprentissages dans les équipes responsables de l'aménagement extérieur, puis aussi rehausser la connaissance des équipes, y compris les équipes cliniques, sur le bien-être des aînés, y compris quand ils sortent, qui rentrent dans les installations. Voilà. Merci. Donc, c'est ça pour faire le pouce sur ce que tu disais, les suites du projet qui terminent finalement dans 2 mois pour ce projet pilote-là, c'est d'aller faire une formation auprès de gestionnaires du SUS Centre-Sud de l'île de Montréal pour finalement leur présenter un peu la démarche, comment est-ce qu'on peut la répliquer, d'avoir une version un peu plus allégée parce qu'évidemment, une
2 ans, ça demande beaucoup de ressources. Donc, d'aller aussi faire une fiche synthèse qui va résumer ces étapes-là pour les outiller. Donc, ça va être le prochain jalon. Mais également, on vous annonce qu'un nouveau projet est aussi en cours de démarrage, donc la suite de Zone Santé, dont l'objectif est de déployer la Zone Santé à l'échelle du Québec. Donc, du projet pilote à Montréal, en fait, on va aller expérimenter puis adapter le processus à des milieux urbains moins denses et des milieux plus ruraux qui ont évidemment des enjeux différents, on les anticipe. Donc, l'idée, c'est d'aller avoir ces deux milieux-là en plus du milieu urbain qui était à Montréal pour finalement rédiger un guide de mise en œuvre et avoir un déploiement de la Zone Santé à l'échelle du Québec pour pouvoir diffuser puis adapter selon tous les milieux, selon toutes les installations, les principes de la zone santé aux spécificités des différentes installations. On vous tiendra au courant dans les prochains mois. Il y aura plus de détails à venir sur ce nouveau projet qui commence tranquillement. Et voilà, Merci, ça fait le tour. ben, merci Hugo, Régine et Barbara pour cette présentation en survol d'une démarche de 2 ans qui amène certainement plusieurs réflexions, questionnements aussi de la part des gens qui assistent aujourd'hui au webinaire. On vous avait annoncé là, une période de questions puis d'échanges pour terminer notre heure du lunch ensemble. Donc, on se plonge. On a pris des questions qui sont ressorties, bien sûr, aussi là, des échanges dans la boîte questions-réponses. J'aimerais peut-être interpeller Régine sur la première question. Ça faisait partie des éléments de conclusion sur l'appropriation des équipes, la pérennisation, la collaboration. Parmi les questions qu'on reçoit, et on sait qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui assistent au webinaire qui sont issus du réseau de la santé ou qui portent différents rôles là, dans le réseau de la santé. Une des questions est à savoir qui finalement peut porter une démarche zone santé dans la structure qu'on l'on connaît du réseau de la santé ou des installations, à quel service ou comment une démarche, le processus de diagnostic, comment ça atterrit dans la structure qu'on connaît et qui peut être en mesure de porter ou d'initier ce type de démarche-là. Donc, à partir de ton expérience, quelles seraient tes pistes de réflexion sur cela? Oui, alors on a la chance d'avoir un bureau de la santé environnementale et du développement durable dans notre établissement. Donc, ça a été initié par ce bureau-là, le potentiel du projet, puis coordonné avec les services la direction des services techniques et les directions cliniques. Donc, ça a été finalement une collaboration de 3 équipes, enfin 2 grandes équipes, incluant le bureau est inclus dans la direction le bureau de santé environnementale et développement durable inclus dans la direction des services techniques. Mais ça a été, disons, un arrimage entre des personnes qui sont spécialistes du bâti et les personnes qui sont spécialistes de l'usager. Donc, je pense pas qu'il y ait une réponse figée parce que chaque établissement s'organise avec des processus différents. Mais au moins qu'il y ait ces 2 thématiques qui se rejoignent, qui discutent ensemble à l'interne sur ce projet, ce serait essentiel à mon avis. Est-ce que ça répond? Oui, merci Régine. Ça donne des bonnes pistes de réponse. Parmi les questions également qui sont soulevées, puis c'est un peu, je dirais, le fou la poule, là, si vous me permettez l'expression, dans les questions, on se dit, bon, comment on sait que les établissements de santé et institutions sont des grosses institutions, même chose du côté des municipalités, ce sont des joueurs quand même qui ont une complexité, souvent des fois certains rythmes auxquels elles avancent. Dans le cas de l'installation de santé, elle ne peut pas faire ce type d'aménagement-là sans la collaboration d'une municipalité. En même temps, on a dans nos questions aussi des gens qui disent bien, comment aussi une municipalité peut-elle déjà intégrer la notion de zone santé dans sa planification, bien que ce ne soit pas des zones de santé officielles. Donc, je vous lance la question à tous les trois. Comment on réussit à faire ce dialogue-là entre le réseau de la santé, les installations et les municipalités pour pouvoir aménager finalement ces environnements favorables et briser un peu ces silos-là dans l'idée d'un environnement qui est favorable à la santé. Quelles seraient des pistes de municipalités aussi bien que d'installations? Je lance peut-être la première question à Hugo et on s'alternera le tour de réponse. Oui, en effet, c'est une très bonne question et justement,
le processus nous montre que c'est vraiment pertinent, qu'il faut intégrer finalement toutes ces parties prenantes pour avoir des mises en application qui soient vraiment concrètes. Mais je dirais que déjà, dans une démarche zone santé, que ce soit allégée ou celle-là, ben, les impliquer dans la démarche, dans la réflexion du portrait, mais des recommandations, c'est déjà la première grande étape, puisque le fait d'être impliqué, on est sensibilisé, on peut faire valoir les besoins des deux parties, puis on connaît un peu le projet, donc on peut arrimer à des planifications qui sont existantes ou pas. Donc, impliquer dans la démarche, que ce soit dans les installations, si on veut refaire ou réaménager, ben, aller chercher l'apport de la municipalité. Puis dans les municipalités également, quand on a des planifications à faire ou des plans à revoir, ben, de considérer les installations de santé comme des parties prenantes, que ce soit les installations ou les sites suisses, ou en tout cas d'avoir finalement des personnes responsables dans ces deux éléments-là qui permettent de faire le lien entre les besoins, les enjeux du réseau de la santé ou des municipalités avec la planification à venir. Donc, ce que je dirais, c'est qu'au niveau de l'installation, ben, comme Régine un peu le disait, de nommer un peu des personnes responsables ou des entités responsables de aménagement des installations qui permettent d'être l'intermédiaire avec les municipalités. Pourquoi pas aussi faire des veilles de financement? Il y a pas mal de financements, notamment programme d'infrastructure municipale pour les aînés de MADA, ou alors, par exemple, il y a aussi des programmes de financement à la ville de Montréal. Donc, ça permet d'aller aussi voir l'arrondissement à Montréal ou les municipalités avec ces projets-là en disant on veut faire une demande de financement, aidez-nous, on a besoin de vous aussi. Puis pour les municipalités, c'est ça ce que je le disais, dans la planification, de considérer les installations de santé comme des génératrices de déplacement importantes, d'aller chercher du portrait, puis les installations aussi, de faire valoir les enjeux de ces usagères et usagers, puis de participer à des concertations ou d'être disponible quand la municipalité vient les voir. Donc, vraiment d'avoir ces éléments-là en ayant à cœur finalement le milieu de vie, puis la collaboration. Merci Hugo. J'invite Barbara à compléter. Bien, je pense que c'est assez complet, puis je pense que tu l'as abordé un petit peu, là, Hugo, là, tu sais, de ne pas hésiter quand il y a une démarche, municipalité Amis des aînés en cours, tu sais, de faire des liens avec cette démarche-là qui peut être un levier là, pour travailler ensemble là, avec le municipal. Je me permets d'ajouter également, il y a beaucoup d'informations sur Zone Santé qui est disponible sur le site web zone-santé.ca et notamment un exemple de la municipalité de Cowansville qui a fait un PPU, donc un programme particulier d'urbanisme orienté sur la santé, puisque au cœur finalement de la communauté, on y retrouve différentes installations, tant santé, services sociaux. Donc, c'est un exemple intéressant aussi d'une planification urbaine et qui tient compte aussi d'un pôle finalement de convergence au niveau de la santé, services sociaux dans la communauté. Moi, j'ai envie de vous amener peut-être sur une piste. On parle, bon, vous avez nommé tous les trois que ce sont des lieux importants, le générateur de déplacement, milieu de vie, etc. En même temps, au Québec, on parle de plus en plus de l'importance du maintien à domicile et qu'on va vers une orientation finalement de vieillissement dans la communauté. Donc, certains pourraient dire, ben, c'est un peu contradictoire finalement d'aménager les établissements de santé si on veut que les gens demeurent dans la communauté. Mais j'aimerais vous entendre dire comment ça peut être complémentaire, la réflexion sur la zone santé à un virage, en tout cas, qu'on souhaite entreprendre ou renforcer au Québec. Peut-être, Régine? Oui, effectivement, ça peut paraître un paradoxe à première vue, mais en réalité, ça rejoint ce que Hugo mentionnait plus tôt. Les établissements de santé sont des générateurs de déplacement, puis on a vu que les personnes aînées circulent beaucoup vers les installations de santé, et donc c'est tout à fait approprié de pouvoir leur permettre de circuler de façon sécuritaire, puis de venir voir leurs proches. On a vu que de voir leurs proches, c'est un facteur favorisant la santé de celui qui est hébergé, par exemple, la santé mentale, la santé même physique, le facteur relation, vivre avec sa communauté, avec sa famille qui visite ou ses proches, c'est toujours un point extrêmement important pour leur santé. Donc, je ne pense pas que c'est contradictoire au virage soutien à domicile. Il y a aussi toutes les autres installations CLSC qui sont à considérer. Il y a les hôpitaux qui sont extrêmement fréquentés. On sait que c'est la majorité des personnes qui fréquentent les hôpitaux sont des aînés. Donc, c'est tout à fait approprié selon moi.
Oui, je compléterais en disant que c'est ça, comme on l'a vu avec le vieillissement de la population, etc., ben, il y a de plus en plus de personnes aînées qui vont aussi avoir besoin de soins, que ce soit une fois par semaine, une fois par mois, etc. Donc, accéder à l'installation de santé va être nécessaire. Puis ici, le seul moyen sécuritaire d'y accéder, c'est d'aller en auto parce que d'aller à pied ou en transport collectif, c'est trop loin, c'est pas possible. Et c'est pas nécessairement non plus adapté au contexte de changement climatique, adapté au fait qu'on veut un vieillissement actif, donc favoriser aussi le fait de pouvoir se déplacer de la manière dont on veut, puis c'est pas non plus équitable, c'est-à-dire qu'il faut avoir une auto, etc. Donc ça permet aussi d'aller chercher des notions d'équité et d'inclusivité. Puis on revient sur le fait que l'installation fait partie d'un milieu de vie, donc il y a sans doute aussi des personnes aînées qui vivent dans ce milieu de vie. Donc, comme je disais, la vitrine étant l'installation de santé dans son milieu de vie de bon aménagement et de bonnes pratiques permet à ces personnes aînées aussi de profiter de l'espace public puis de sortir et de participer à la vie de la société de cette manière-là, sans nécessairement aller à l'installation, mais profiter de ce que les abords peuvent offrir. Donc, je pense que c'est vraiment complémentaire. Puis au contraire, ça permet même de peut-être le valoriser encore plus puisque l'accès est amélioré. Donc, finalement, on n'a pas nécessairement besoin d'y vivre parce qu'on peut y accéder facilement. C'est comme ça que je pourrais terminer. Barbara, est-ce que tu souhaites ajouter un élément sur le vieillissement dans la communauté dans cette perspective? Oui, ben c'est ça. Ben, dans le fond, les aînés, tu sais, ils sont en majorité à domicile ou en milieu de vie collectif. Puis c'est sûr qu'il faut penser à l'aménagement, tu sais, des abords, tu sais, autour de ça, d'avoir des services de proximité pour justement qu'ils maintiennent leur participation dans la communauté à la mesure là, de leur capacité. Tu sais, d'avoir les commerces amis des aînés autour d'eux, tu sais, qui les connaissent puis qui sont capables justement d'avoir un filet social autour d'eux pour se maintenir actifs puis garder des liens, là, continuer de faire partie de la communauté, peu importe son niveau de fonctionnement. Merci tous les trois pour ces réponses fort éclairantes. Il y a beaucoup de questions dans la boîte questions-réponses. Certaines sont informatives, notamment sur les sources de financement avec le ministère des Transports, le ministère de la Santé. Puisqu'on arrive là à la fin de notre webinaire ce midi, je vous invite aux gens qui ont des questions à nous contacter pour avoir réponse à certaines précisions. Mais moi, ce que j'entends, c'est dans les questions et je vous relance peut-être très rapidement, dernier tour de table, un petit 30 secondes chacun. On nous pose la question, est-ce qu'il va y avoir un bilan du ministère de fait ou est-ce qu'il y a un momentum à faire? Est-ce qu'il y a des messages qu'on veut peut-être porter plus loin hors des installations, mais peut-être vers Québec autour de ces questions-là? Donc, je vous invite peut-être à un mot, bilan ou ouverture ou dans le contexte actuel, vers où peut nous mener le projet Zone Santé. Et je terminerai notre webinaire pour les gens présents avec quelques informations sur les suivis puis les documents qui seront disponibles. Qui se lance. C'est Hugo? Oui, je peux y aller. Mais ce à quoi je pense, c'est bon, l'idée que la zone santé est inspirée de la zone scolaire. Donc, on sait que le développement de la zone scolaire a eu des effets vraiment positifs sur la sécurité aux abords des écoles. Il y a évidemment beaucoup d'améliorations à faire, notamment sur le corridor scolaire. Mais l'idée, c'est peut-être de considérer un peu les installations de santé comme des établissements scolaires, puis d'avoir une réglementation qui incite et qui contraint aux abords des installations à des règles, notamment de la sécurité routière, comme réduction de la vitesse ou des aménagements spécifiques qui permettent de au moins sécuriser les abords, puis de réfléchir encore une fois, comme le corridor scolaire, à réfléchir au corridor vers l'installation de santé pour avoir des cheminements qui soient sécuritaires. Donc, je pense que c'est un peu le message dont je voudrais faire passer aujourd'hui. Moi, je pourrais ajouter que, oui, exact. Je pourrais ajouter que le lieu de concertation qu'on a eu est vraiment un petit trésor caché qui serait bon à rendre, à multiplier en fait. La concertation entre les personnes qui régissent l'espace public puis les installations de santé, c'est vraiment un espace très précieux qu'on a eu. Et sans ces échanges-là, on ne serait pas arrivé à ce résultat qu'on a aujourd'hui très détaillé. Je pense que c'est porteur de pouvoir collaborer tous ensemble, de se parler, d'avoir des points de chute réguliers
d'échanges sur comment on envisage demain, comment on envisage le bien vivre ensemble pour les aînés et le reste de la population. Voilà, ce serait mon point. Merci Régine et Barbara sur le souhait pour conclure. Oui, bien, plus largement, tu sais, j'ajouterais sur ce que Régine vient de dire que bien, la concertation qui est intersectorielle dans ce cas-ci, elle est primordiale puis pour dans le fond, s'assurer là, que le vieillissement, tu sais, soit considéré là, dans toutes ses sphères. Puis que tout le monde puisse justement là, y apporter là, son bout du morceau avec sa lunette. Là. Donc, c'est vraiment intéressant. Puis, ben, surveillons aussi le plan d'action Vieillir et vivre ensemble là, du secrétaire aux aînés qui va sortir. Il va peut-être avoir des leviers là, à ce niveau-là aussi. Merci encore une fois à tous les trois et merci aux gens là, qui se sont joints à nous ce midi d'avoir participé au webinaire. Sur quelques mots pour la fin, bien un courriel avec l'enregistrement du webinaire vous sera envoyé à tous les participants dans les prochains jours. Donc, n'hésitez pas à le partager à votre réseau également. À partir du courriel également, si vous avez des questions ou si vous souhaitez discuter de la mise en œuvre d'une zone santé dans votre milieu, n'hésitez pas à nous contacter au courriel. Hugo pourra faire le pont avec vous et on sera bien sûr ravis d'échanger. À titre d'information, la démarche qui a été réalisée pendant les 2 dernières années l'a été avec le ministère des Transports et de la Mobilité durable dans le cadre du Fonds de la sécurité routière. Et on s'apprête à amorcer là, un second projet, comme Hugo le mentionnait, dans d'autres milieux. Et là, c'est avec l'appui de Québec Amis des aînés. Donc là également, on remercie là, les partenaires financiers qui s'engagent vraiment dans ces démarches d'innovation. On vous invite également, à le mentionner à quelques reprises, à consulter le site web zone-santé.ca et vous aurez accès à l'ensemble des ressources qui ont été présentées et à d'autres également. Et vous resterez bien sûr là, au courant des informations les plus récentes sur le projet. Vous pouvez également vous abonner aux réseaux sociaux et à l'infolette du Centre d'écologie urbaine pour rien manquer la zone santé, mais de tout autre également projet ou d'actualité. Donc, encore une fois, on vous remercie aussi de votre engagement pour des environnements favorables pour les aînés, pour nos communautés. Et n'hésitez pas à entrer en contact avec nous. On vous souhaite une bonne journée. Au revoir.